Bien, bonjour Monsieur Michaud, nous sommes le vendredi 27 octobre 2017. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans le cadre du projet Web 90 pour écouter votre histoire et votre parcours. Vous avez, au cours de ces années 90, joué un rôle important dans le développement des services. En tout cas, on va l'explorer avec vous, explorer votre parcours et puis aussi l'environnement, la période telle que vous l'avez vécue. Alors, la première question classique qu'on pose et qu'on aimerait vous poser, c'est vos premiers contacts avec l'informatique, avec les réseaux, avec les communications en réseau. Ça démarre comment cette histoire? Alors, mes premiers contacts avec l'informatique, je pense qu'il y a deux acteurs qui en sont responsables. Le premier, va vous surprendre, c'est Babar l'éléphant. En fait, comme à beaucoup d'enfants, on m'a offert un réveil avec l'effigie d'un personnage de bande dessinée, et ce réveil me convenait pas, faisait du bruit, j'ai commencé à le démonter dans tous les sens. Donc je dirais que c'est la curiosité qui m'a poussé à comprendre comment ça fonctionnait, et c'est toujours la curiosité qui m'a motivé par la suite dans ma démarche de découverte de l'informatique. Donc premier acteur, je dirais la curiosité, et deuxième acteur, mon père qui était enseignant et qui a eu l'opportunité d'obtenir un Apple II. Donc on est dans les années 77-78. Le premier micro-ordinateur en France. Alors bon, c'était assez simple, hein, mais ça m'a permis de toucher au fonctionnement de l'informatique, la programmation, le hardware qu'il y avait dedans, etc. Et j'aimais bien le niveau bas. Et donc, il n'y avait pas énormément de clubs informatiques, c'était le début des clubs informatiques. Et c'est créé dans les années, je crois que c'est 81, un organisme qui s'appelait le Centre mondial de l'informatique, que Jean-Jacques Servan-Schreiber a chapeauté. Après avoir créé l'Express, était ministre de... Je ne sais plus ce que c'était très exactement son poste au ministère. Je crois que c'était rénovation des structures gouvernementales ou quelque chose comme ça. Enfin bon, ça l'avait vraisemblablement modernisation, ça devait être un terme de ce genre-là, amené dans les méandres de l'informatique. Et donc du coup... le Centre mondial de l'informatique, qui était un super bâtiment fait par un Italien, un architecte italien en bas des Champs-Élysées, se retrouvait là tout un tas de personnes qui cherchaient à en savoir plus, faisaient de l'informatique, des chercheurs, déjà à l'époque, en 80, pas mal de chercheurs. Il y avait des gens comme Richard Stallman qui ont fait des stages là-bas, pas mal d'Américains, je crois que c'était un Américain qui le dirigeait d'ailleurs. Et donc, en arrivant là-bas, j'ai rencontré énormément de personnes, des jeunes comme moi, et on a échangé beaucoup de logiciels, on a échangé beaucoup d'astuces sur du matériel. En arrivant là-bas, c'était ouvert au public. Et vous aviez quel âge alors à ce moment-là? Je sais pas, 10 ans, 15 ans, entre 10 et 15 ans. Ah oui, donc ouais. C'est tout jeune, tout jeune, vous habitiez à côté ou comment? Non, du tout, comme... Mes parents avaient vu à la télé, moi aussi je pense, des reportages là-dessus. On s'est dit tiens, on va aller voir, c'était ouvert au public. Et puis du coup, après, j'y allais tous les mercredis, rencontrer des amis que je m'étais fait sur place, qui étaient jeunes aussi, et dont certains ont créé ce qu'on appelle maintenant des startups, mais on va dire des sociétés par la suite qui ont été florissantes. Et donc, je me suis fait un réseau comme ça de connaissances. Et j'ai changé beaucoup au niveau de tout ce qui était technique. Et donc, vous rencontrez aussi des informaticiens à ce moment-là. Enfin, vous parlez de Stallman, voilà. Effectivement, il y en a sûrement eu d'autres. Ils donnent des cours, ils forment les jeunes. Alors, ça, c'était plutôt dans les étages. Au rez-de-chaussée, l'idée, c'était de démocratiser l'informatique en France, ce centre. Et au rez-de-chaussée, c'était effectivement des cours pour des jeunes qui voulaient savoir ce que c'était que l'informatique, voulaient apprendre l'informatique, beaucoup d'un langage qui s'appelait Logo, qui ne m'intéressait pas spécialement, parce que c'était une abstraction un peu élevée et que je m'intéressais plus aux couches basses. Donc
Mais en l'occurrence, j'ai rencontré beaucoup de gens là-bas qui étaient intéressants. Et c'est la première fois que j'ai un témoignage sur Et, ce centre, parce qu'on sait qu'il a été important. ouais. On sait qu'il y a Simon Papert et d'autres qui sont passés, Alan Kay, je crois, vous citez Tout à fait. Salman, effectivement. Mais je ne savais pas que le public était effectivement aussi... Tout le rez-de-chaussée, Ouais, c'est c'était ça. ouvert au public. Il y avait D'accord. à l'ouverture plein d'Apple II. Ouais. Enfin, le côté médiatique avec les reportages à la télé. Ouais. Et alors, deux questions sur, justement, vous avez évoqué, alors, concernant la radio, vous savez que vos souvenirs sont proches de ces Kleinrock, je crois, qui de mémoire, Léonard Kleinrock, qui a jeté des fondements aussi de la communication par paquet, enfin, entre autres, et a au départ une passion pour la technique grâce à une bande dessinée de super-héros qui lui a fait monter, enfin, lui bâtir sa propre radio et s'intéresser aux technologies. Donc, vous voyez, Babar rentre tout à fait dans cette ligne. Et alors, votre père, quand il achète l'Apple II, ça coûte cher à l'époque. Il est enseignant, c'est une discipline. Enfin, il en a besoin pour son travail. Non, il en a. C'est la curiosité. Ouais, d'accord. Quand on est agrégé, on n'a pas forcément un nombre d'heures très importantes. Ouais. Et donc, du coup, il avait du temps pour étudier tout un tas de sujets qui l'intéressaient, et donc, dont l'électronique, Ouais. et donc de l'électronique après à l'informatique. Bon, et l'Apple II a assez rapidement fini dans ma chambre parce que Ouais. j'étais souvent dessus. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'époque dessus? Alors, je faisais des programmes en fait. Ouais. Déjà, voilà. ouais. D'abord, j'ai commencé par jouer, mais ça a duré quelques mois. Ouais. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Et après, je me suis intéressé, l'aspect curiosité, c'est comment sont conçus ces jeux. Donc, j'ai commencé à les démonter. Oui, donc une vraie appétence, Et, en tout cas, pour rentrer dans les boîtes noires. Voilà, Ouais. savoir comment ça fonctionnait. Et bon, puis des fois aussi pour aller plus loin dans des énigmes, de jeux d'aventure. Donc, vraiment démonter le système, l'assembleur de l'Apple, etc. Enfin, les différents langages qui étaient utilisés. Et puis après, un peu l'électronique avec les cartes qui permettaient de faire tout un tas d'autres fonctions. Donc, après, un petit peu plus loin dans le temps, il y a une carte qui est sortie. Et j'ai un ami qui connaissait bien Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce, qui avait créé une société à cette époque-là qui s'appelait Elon Informatique et qui faisait une carte qui s'appelait l'Apple-Tel, qui était une carte qu'on mettait dans l'Apple II et qui faisait office de Minitel. D'accord. Donc, comme elle faisait office de Minitel, elle pouvait aussi faire office de serveur Minitel. Donc, effectivement, derrière, j'ai écrit un serveur Minitel pour l'Apple, ce qu'on appelait à l'époque les microserveurs. Ouais. Et donc, se connecter dessus, tout un tas de personnes, les numéros s'échangeaient comme ça dans la communauté. Et donc, ça a fait un maillage de personnes que je connais depuis cette époque-là, quoi. Et qui, pour la plupart, étaient des passionnés, donc ont fini dans l'informatique. Dans l'informatique, ouais. C'est à quelle époque cette expérience Minitel 86, je pense, 85, dans ces eaux-là, D'accord. à peu près. Vous êtes encore tout jeune, là? Oui. Enfin bon, c'est gentil. Mais non, Avec les années. non, mais tout jeune par rapport à la période qu'on suit là, puisque vous avez déjà votre bac et entamé les études supérieures? Oui. Quand même. Et oui, parce que vous êtes gentil quand je dis. Oui, non, mais je 88, non, mais tout jeune. on a sauté des étapes parce que je vous ai quitté au Centre mondial de l'informatique, donc là, à une dizaine d'années. Non, peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Non, D'accord. Donc on est autour de... Enfin, il a été créé en 80, il s'est arrêté en 86, donc le Centre mondial, donc voilà, autour de... Mais ouais. je dirais, moi j'ai été sur place la première année, un petit peu 80. pour voir. Voilà. Et après, bon, c'était toujours les mêmes personnes, ça avait un peu... Donc, D'accord. on n'avait plus besoin de se rencontrer spécialement à cet endroit-là, quoi. Ouais. Et après, donc vous faites des études scientifiques? Oui, et puis classique. Et puis je finis après par travailler comme ingénieur dans une société d'informatique, Matra Communication, pour ne pas la citer. D'accord, voilà. donc vous allez chez Matra. Voilà, enfin, avant j'ai été à la 5, la chaîne de télé de Berlusconi, D'accord. pour les serveurs Minitel. D'accord. Et alors l'expérience que vous relatez de 85-86, elle est au cours de ces années-là? Non, c'est juste au tout début. Avant ma phase professionnelle, on va dire. D'accord. C'est même peut-être un peu avant tout ce qui était Apple. Je
crois que l'Apple II, ça doit être 82, quelque chose comme ça, l'Apple IIe. Donc oui, c'est un peu avant, dans les années. Ça commence même si vous trouvez que je suis jeune, ça commence à faire un peu. Oui. Et là, le but, alors je reviens à cette expérience et après on va justement voir un peu, vous avez travaillé dans le Minitel à la 5 et autres. Donc là, vous dites c'est en 85-86, cette expérience où vous commencez à créer donc un système compatible Apple Minitel. C'est plutôt que ça, tout ce qui était avec Apple. Parce que 86, c'est à peu près 85-86, j'ai arrêté tout ce qui était Apple. L'IBM PC est sorti en 81. D'accord. Donc, j'ai pas eu un IBM parce que ça coûtait trop cher, mais je me suis acheté un compatible dans les années qui ont suivi. Donc oui, à 85-86, j'étais déjà sur tout ce qui était PC. D'accord. Et j'ai commencé à coder un moniteur vidéo-texte, pour le coup, là, pour faire des serveurs Minitel en grand. Je crois que les premières dates, c'était 86. D'accord. Là, dans le cadre professionnel? Non, dans le cadre privé, par curiosité. Voilà. Il y a toute une activité au départ privée. Oui, de curiosité, d'amateur. Si on revient à ce système d'abord de Minitel permis par Moreno, et donc le système, c'est quoi? C'était une carte qu'on mettait dans l'Apple II, était assez extensible, on pouvait mettre des cartes pour faire tout un tas de fonctionnalités. Et là, ils avaient conçu une carte qui permettait de basculer l'écran en un écran équivalent au serveur Minitel et de communiquer avec la ligne de téléphone comme les modems de l'époque le faisaient. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'on ne paye pas? Non, ça remplace un Minitel, et l'intérêt, c'était surtout de pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire un serveur, et de fournir des informations. D'accord. Parce que, oui, faire un Minitel en soi, alors qu'il était distribué gratuitement, on se dit c'est pas peu d'intérêt. Non, l'intérêt, c'était de retourner la chose et de dire, voilà, vous m'appelez sur tel numéro, j'ai un serveur qui répond au Minitel et qui vous fournit tel type d'information. D'accord. Et c'était quel type d'information? Alors, dans mon cas, c'était pas professionnel, donc c'était des forums de discussion techniques, entre techniciens la plupart du temps. Et est-ce que ça a une vraie utilité, ou c'est le goût plutôt du défi technique, de l'expérimentation? Les gens, la communauté n'était pas très importante, donc du coup les gens restaient en contact comme ça en termes de moyens de communication à distance. Ça permettait de s'échanger des programmes aussi, de faire tout un tas de... Il faut bien rappeler qu'on est effectivement avant les newsgroups, avant des tas de choses... Non, on n'est pas avant les newsgroups. En 80, dans les années 85-86, il y avait déjà les newsgroups qui n'étaient pas diffusés de façon importante. C'était principalement dans le monde de l'enseignement et le monde de la recherche. Il n'y avait pas de sociétés privées qui allaient fournir des services pour ça. Ça, c'est 10 ans plus tard. Et il y avait l'univers Calvacom, qui était aussi un lieu d'échange de passionnés. Vous avez Exactement. J'ai été 2-3 fois sur Calvacom. Et, non, je l'ai rencontré son patron de l'époque. Je l'ai rencontré après aussi quand il était parti chez Apple, mais c'était pas ma tasse de thé, c'était un grand service. Il y avait le côté anonyme, on ne restait pas une bande de copains à bidouiller de la technique, donc non, ça m'a pas spécialement passionné à l'époque. Et parmi cette bande de copains que vous avez à ce moment-là, il y en a qui ensuite vont faire une carrière dans les... Oui, il y en a pas mal qui ont créé leur société ou qui ont travaillé pour des grands groupes. Et donc vous êtes suivi au fil des années aussi. Au fil des années, voilà, même si maintenant les réseaux de communication sont encore plus évolués, donc même s'ils sont à l'autre bout du monde, en Australie, aux États-Unis, etc., vous avez gardé, en contact. Donc vous créez votre réseau social avant l'heure. C'est ça. Parce que là, on approche la fin des années 80. Deux choses qui ont été faites en même temps à peu près, c'est je travaillais sur la conception d'un moniteur vidéotexte, donc là pour fournir des services mais en grand, et puis un BBS qui s'appelait QIBS. Et il faut dire qu'à l'époque, quand on se connectait quelque part par les lignes de téléphonique, on payait l'abonnement téléphonique qui tombait toutes les... alors quand on était en proximité, c'était je crois toutes les 20 minutes, quelque chose comme ça, une taxe toutes les 20 minutes qu'il fallait payer. En
étudiant l'aspect Minitel et moniteur vidéotexte avec le réseau X25 de Transpac, on avait la possibilité après de ne plus rentrer dans ce schéma économique où la personne qui se connecte doit payer régulièrement, mais le coût était quand même nettement plus faible. Parce qu'on ne parle pas des services surtaxés 3615. Et donc, mon idée, c'était de faire un service derrière une connexion de ce type qui permettait à tout le monde en France d'avoir accès assez facilement et à moindre coût. Donc, j'étais pas le seul à avoir cette idée-là. J'ai rencontré plein de gens à l'époque qui étaient soit qui avaient fini leurs études, soit qui étaient encore, pour certains, dans des phases d'études longues, comme par exemple Hervé Schoer, qui avait créé une société, qui voulait faire... Vous avez entendu parler notamment par Pierre Bessac et d'autres qui nous ont livré leurs témoignages. Il a vendu sa société à Deloitte il y a quelques années. Enfin, bon, donc c'était toute une communauté. Et là, l'idée, pour moi, c'était vraiment de faire un peu le Facebook de l'époque sur ce BBS. Les gens se connectaient de partout en France à travers une ligne, le réseau de Transpac. Et du coup, c'était beaucoup plus ouvert, c'était plus lié à de la technique, enfin, pas que lié à de la technique. Déjà, il y avait un barrage à l'entrée, c'est les gens qui voulaient, c'était pas un barrage technique, mais les gens qui voulaient, on voulait être sûr de leur identité, on voulait pas d'anonymat du Minitel. Donc, on contrôlait les gens à l'identité de différentes façons. On leur avait demandé soit des pièces d'identité, enfin de savoir que c'était bien la bonne personne, quoi, après. Et du coup, on avait créé toute une communauté de gens, mais très variés, allant d'enseignants, des ouvriers, enfin des gens qui pianotaient sur le Minitel, mais en mode BBS, c'est-à-dire en 80 colonnes, pas de graphique, etc. Et ce qui était aussi accessible en réseau commuté par le téléphone avec des modems classiques. Et là, on avait même eu des mariages de gens qui se sont rencontrés dans des forums où ça discutait de nourriture, de plats de cuisine. Alors ça vous crée des forums thématiques Voilà, thématiques, pas forcément liés à l'informatique. Il y avait ceux liés à l'informatique et ceux de la vie de tous les jours sur le sport. C'est à peu près quel moment ? On est en 89 là. 89, d'accord. Et ça s'appelle comment ce service ? QBBS. Ah oui, c'était d'accord. un BBS en 80 colonnes. Ok. Accessible à la fois par le Minitel et à la fois par le réseau commuté téléphonique. Alors ça c'est intéressant. Alors d'une part parce que vous évoquez ce souci qui n'est pas d'anonymat. Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui sur le web et Internet un peu avant, une culture de l'anonymat ou du pseudonymat qui s'est installée, mais qui n'était pas celle des premiers usagers. Et vous rappelez justement, il y a ce souci de savoir... qui est là, et les gens ne tiennent pas le même discours, les mêmes propos, à partir du moment où ils le font sous leur propre identité, quand ils sont anonymes. Je ne dis pas qu'il y a un besoin d'anonymat. Typiquement, on le voit... sur tout ce qui peut être CV, tout ce qui peut être les gens qui postulent, etc. Enfin, il y a de la discrimination homme-femme. Donc, il y a un besoin d'anonymat, mais en l'occurrence, quand on veut échanger sur tout un tas de sujets librement, nous, on s'était dit, on vérifie l'identité des gens, et du coup, les gens n'hésitent pas à parler librement sous leur propre identité. Et par contre, ils avaient quand même le droit de prendre un pseudo, parce que la vérification n'implique pas... Pas sur le BBS, on ne l'a jamais fait. Après, quand on a créé France Teaser, donc fin 89, là, on est, fin 89, on est dans la période Minitel à fond. On a les différents Télétel qui ont été créés, 3614, 3613, 3615, 3617, tout ça. Je crois que c'est 86 où ça a démarré tout ça, les différents. Et donc là, effectivement, pour le coup, on est dans un environnement Minitel, on est dans un environnement, une société, et plus une association. Avant, c'était une association, le BBS qui avait été créé. Et on est dans une démarche commerciale, avec un produit, des services. Le produit, c'était principalement à l'origine du téléchargement de logiciels, donc un protocole qui permet de télécharger des logiciels. Logiciels ou musique, mais musique au sens MIDI,
les claviers musicaux, enfin les synthétiseurs, tout ça. Donc c'était créé par des gens dont c'était le métier et qui le diffusaient au travers de ces services. D'accord. Ça, on va revenir là-dessus effectivement plus en détail. Et là, par contre, donc c'est plus commercial et ça veut dire que du coup, on était parti de l'anonymat, ça va changer quelque chose Non, enfin oui et non. Disons qu'on est à une échelle où on ne connaît plus les gens dans leur ensemble. D'accord. Quand on est sur quelques centaines de personnes ou même un millier, on arrive encore à savoir qui est qui. Après, ça devient difficile. Alors, on va revenir un peu en arrière, justement, parce que c'est très intriguant, cette histoire de forum du coup Minitel, puisque vous avez évoqué, donc vous rentrez d'abord, vous allez travailler à la chaîne, sur la chaîne, je ne sais pas comment le dire, la 5. Pour les serveurs Minitel de la. Alors, voilà, et ça c'est un petit peu avant de créer cette association. C'est à peu près en même temps. À peu près en même temps. Ouais. Après, il y a l'expérience Matra Télécommunications et, je suppose, l'association qui tourne en même temps, et après la création d'entreprise. Oui, même c'était pareil, concomitant, dans la mesure où les 2 premières années où on a créé France Teaser, j'étais toujours salarié de Matra Communication. D'accord, ouais. Et j'avais négocié un 4/5e, et donc je travaillais toutes les nuits et un jour par semaine. Se chevauchent et c'est pas aussi simple. Voilà. Alors, le Minitel, donc on a vu que vous l'aviez donc abordé, vous baignez dans une culture informatique, un intérêt pour le Minitel. Donc quand on va revenir ensuite sur ces forums, mais vous entrez à la 5, donc pour faire quoi exactement? C'est créer des le service internet Minitel. Ouais. De la 5. Ouais. Et avec des problématiques intéressantes parce que quand il y a un spot sur une chaîne télé où habituellement on va dire il y a une centaine de personnes, 200-300 personnes sur le serveur Minitel, d'un seul coup il y a un spot sur une chaîne de télé nationale, on monte à 2000, 3000. Donc il y a des effets d'échelle qui sont intéressants à étudier, à gérer. Le service Internet Minitel, parce qu'à l'époque il y a déjà de l'Internet. Non, le service Minitel. Ah oui, Minitel, d'accord, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu Internet. Oui. Et donc les effets de seuil, le volume, mais c'est du grand public. D'accord. Donc là, vous gérez, en fait, c'est quoi? C'est plus la capacité à absorber ces variations. Oui, l'aspect technique, les couches basses, l'aspect technique pour recevoir un volume important comme ça. D'accord. De personnes en même temps, quoi. Donc on est sur des systèmes Unix toujours, à partir des années 80, 83, 84, je me suis vraiment bien intéressé à tout ce qui était Unix, et donc différentes versions à l'époque. Et donc quand je crée le BBS et aussi France Teaser, on part sur un dérivé d'un Unix qui fonctionne bien, qui est connu au Canada. Alors souvent on oppose la culture justement Minitel et la culture informatique. Vous trouvez qu'il n'y a pas d'opposition? En fait, vous avez vraiment été à cheval sur les deux. Pour moi, il n'y a vraiment pas d'opposition, quoi. Ouais. La culture informatique, on va dire, c'est généraliste, et la culture Minitel, c'est un petit bout de la culture informatique en France. Évidemment, à l'étranger, c'est pas le cas parce que le Minitel c'était franco-français, mais. Et vous croyez qu'il y a aussi le lien vers la culture de communication? Enfin, il y a la question de la communication. La communication est arrivée en France avec l'aspect Minitel. Oui, tout à fait. Et que ça rejoint aussi quelque chose. Parce que déjà, pour ouvrir un service Minitel, pendant très longtemps, il a fallu éditer un journal papier. Il fallait un numéro de commission paritaire. Pour ouvrir un 3615 quelque chose. Donc, tous les acteurs là-dedans éditaient des petits journaux, moi j'appelle ça des feuilles de chou, parce que de quelques pages, juste pour avoir droit à leur numéro qui leur permettait d'ouvrir le 3615 quelque chose. Et donc, c'est à ce moment-là, je pense que l'aspect communication, et puis dès qu'on adresse une population de masse, c'est important qu'il y ait une relation de communication qu'il n'y a pas dans la partie purement informatique. Vous quittez la 5 ensuite pour Matra Télécommunications, où vous faites plutôt quoi? Alors là j'étais sur des projets de recherche européenne, dont l'objet, tous les pays d'Europe fournissent des fonds à Bruxelles, et Bruxelles les redistribue dans les sociétés pour faire de la recherche. Donc là, c'était un projet qui avait comme objectif de
d'étudier ce que serait le Minitel à l'échéance, enfin le Minitel, les moyens de communication à l'échéance 2020. D'accord. Donc voilà, on avait des tuyaux avec des réseaux qui allaient très lentement. L'idée c'était, ben non, finalement ça va aller très 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 vite dans l'avenir. On va devoir mélanger de la vidéo, alors qu'aujourd'hui on a des pavés, à l'époque du Minitel, des pavés grossiers pour représenter quelque chose. On va intégrer des flux vidéo plusieurs en même temps à l'écran, avec du visiophone, avec des... Alors à l'époque, c'était des fax couleurs, etc. Enfin, l'intégration de différents outils. Et du coup, il y avait des gens qui étudiaient le visiophone chez Matra Communication, il y avait des gens, etc. On essayait de regrouper un peu tout ce qui se faisait pour étudier ce que serait le terminal qu'on utiliserait en 2020. Et alors, on utilisera quoi maintenant? Alors, on utilisera quelque chose qui est proche de ce que vous avez sur votre bureau là maintenant. Vous aviez vu, effectivement, vos projections étaient-elles proches? Oui, mais il y avait disons, dans l'aspect recherche, il y avait l'aspect technique, mais il y avait aussi l'aspect présentation de la multitude d'informations, l'interface entre l'homme et la machine. Donc, effectivement, les flux vidéo, le mélange entre les différentes interactions. Vous êtes en communication, vous regardez une vidéo, vous êtes en communication téléphonique en même temps, on vous envoie un autre document, tout ça. Donc on avait essayé d'intégrer ça, ça faisait une baie complète, une armoire complète d'ordinateur pour à la sortie juste avoir un écran et un clavier et tout était traité. D'accord, ouais. Donc voilà, c'était intéressant. Ah bah ça a dû, oui, ça devait être... Les réseaux aussi, pas pareil, l'aspect réseau, à l'époque ça allait pas vite et l'idée c'était de savoir que les réseaux du futur iraient beaucoup plus vite, donc on avait des réseaux ATM très rapides que pour la démonstration. Donc ça regroupait différentes sociétés en Europe, dont Matra, voilà, une en Angleterre, une autre en Italie, etc. Et donc on travaillait à plusieurs équipes sur plusieurs pays. Donc on commençait à échanger avec des moyens de communication un peu modernes, du mail, Oui, pour une coordination, effectivement. Et donc là, vous êtes proche du milieu. Alors c'est de la recherche, c'est de la recherche liée à l'industrie, mais c'est de la recherche aussi. C'est ça, vous avez dû aussi là, être en contact avec le milieu scientifique, certainement. Plus R&D d'entreprise. Plus R&D d'entreprise, oui. Et aussi un petit peu purement recherche, parce que on étudiait ce qui allait être normalisé par la suite. Donc, en termes de réseau de communication, les débats sur les cellules en ATM entre 48, 64, bon bah finalement on a tranché, on a fait 56. Les choses... Donc vous avez cette vie-là, et à côté de ça, donc cette association... À côté de ça, cette association, voilà. IBS Minitel, en gros. Voilà. Hein. Et alors ça doit être assez chronophage, parce que vous dites pas d'anonymat, mais est-ce qu'il y a de la modération? Est-ce que vous suivez? Non, alors c'est ça l'intérêt, il n'y a plus d'anonymat et les gens s'auto-censurent. D'accord. Donc il n'y avait pas de modération, ou très peu, et en tout cas a posteriori, quand il fallait intervenir, ce qui arrivait rarement. Et puis en fait, comme c'était toute une équipe de passionnés, en fait, on avait délégué. Les choses se font pas seules dans la vie en général. Donc on avait délégué, on avait différents acteurs. Je parlais d'Hervé Schoer, il y en avait d'autres, René Kounienc, etc. Des gens qui à l'époque étaient beaucoup dans l'informatique. C'était les débuts de Linux, qui étaient impliqués là-dedans et qui prenaient du temps pour valider, modérer, améliorer les services. C'était vraiment communautaire au niveau conception et au niveau fonctionnement. Associatif, donc gratuit, pas de droit d'entrée, pas de rien. Droit, non. Le coût de la communication. Ouais, c'est un loisir un d'animer loisir, ça et de le développer. Et puis c'était le début du mail. Alors on disait 85-86, c'était le début de tout ce qui était mail communicant, on va dire, pas interne à un site.
Et là, il n'y avait pas encore, pour la plupart des gens, des adresses avec des noms de domaine. Il y avait beaucoup d'adresses qui se finissaient non pas en .com, en .fr, mais en .UCP. UCP, c'était un protocole entre les machines Unix pour échanger soit des données, soit exécuter des programmes à distance, enfin faire et entre autres échanger du mail, les Usenet, les newsgroups dont on parlait. Et donc, il y avait des cartes. C'est un peu ça, maintenant quand on pense avec le recul, il y avait des cartes qui disaient voilà, pour joindre telle adresse, tel nom, tel qbbs.ucp, il faut passer par tel ordinateur, etc. Oui. À l'échelle mondiale. Ouais. C'est un peu comme si aujourd'hui on disait tiens, pour joindre tel ordinateur à l'échelle mondiale, je vais avoir une carte de tous les ordinateurs et je vais savoir par où passer. On l'a retrouvé dans des vieux mails, passer par des gens qui ont fait FNet ou par Stéphane Borsmeyer et par d'autres, et on voit comme ça effectivement un mail aller de Paris à Paris en passant par Amsterdam, par le CWI, etc. Enfin, oui. Et donc on avait essayé de mettre en place des systèmes comme ça pour avoir des adresses e-mail utilisables avec lesquelles on pouvait échanger avec certains réseaux, des réseaux américains, etc. D'accord. Alors justement, les échanges au sein de ce BBS, vous dites qu'il y a eu des mariages même. Alors j'ai une question déjà qui va concerner la fréquentation homme-femme, ça m'intéresse de savoir si... voilà. Et aussi la fréquentation nationale ou internationale. Est-ce que du coup c'est très français comme... Pour le coup, comme il était accessible via le réseau X25 de Transpac, c'était, on va dire, 99% national. Oui, en termes de fréquentation. C'est logique. Il y avait quelques personnes qui avaient appelé de Belgique, mais pour le coup, avec des communications téléphoniques longue distance. Oui. Je dirais que c'était plus de la curiosité que des gens qui revenaient de façon récurrente, plusieurs fois par semaine. Là, pour le coup, les gens qui venaient à partir d'un Minitel pouvaient le faire plusieurs fois par semaine, sans problème. Et alors, par contre, vous me posez une colle en ce qui concerne la répartition homme-femme. Je pense que la curiosité n'est pas liée à l'homme ou à la femme, donc il y avait aussi, je me souviens quand même, un certain nombre de femmes, mais je dirais, si elles atteignaient un quart de la population, c'était un maximum à mon avis. Sur ce service-là. Ouais. Oui, ça peut sur d'autres... Après, sur le service médical, c'était différent, je pense. Mais là... c'était peut-être envoyer une pièce d'identité ou justifier les gens n'étaient pas forcément habitués. Et quand vous contrôlez l'identité, il faut vraiment, on s'inscrit en envoyant ses papiers. Il y avait une dizaine de personnes qui regardaient les factures de téléphone. Et ça monte à combien de personnes à peu près C'est monté à 800 personnes à peu près. Quand même, oui. Et sans publicité, par le bouche à oreille. Sans publicité, oui. D'accord. Donc 800 personnes qui échangent sur des sujets divers et variés. Sans objectif au départ de rentabilité ou de quoi que ce soit. Non, ça avait été monté par curiosité. Et ça démarre et ça s'arrête quand du coup? Ça s'est arrêté, je pense, vers 91 ou 92. D'accord. Pour quelle raison? Parce que je passais tout mon temps... D'abord, la raison principale, c'est le facteur humain. Au bout d'un moment, les relations entre les gens sont un peu dégradées, on va dire ça comme ça. Et du coup, il n'y avait plus de volonté de faire vivre la structure. Et puis je passais aussi tout mon temps sur France Teaser. Donc, sur lequel on va arriver ensuite. Et donc vous dites ça a démarré par contre en... France Teaser, c'est 89. Le 89, le BBS Oui, 88-89. D'accord. Oui, donc il y a eu quelques années. Oui, en ça fait, a duré quelques années. Ça a été bref, mais c'est une expérience qui vous sert certainement aussi ensuite pour décider de passer... Oui, ça m'a donné une certaine vision du monde associatif et l'envie de faire une entreprise après. Donc, voilà. D'accord. Finalement. Parce que France Teaser, donc vous dites démarre fin 89 déjà. Fin 89. Oui, donc c'est pratiquement, en gros, il y a très peu d'écart entre les deux. Et là, tout ça en travaillant en schématra à ce moment-là. Oui. Et on va aborder du coup cette période France Teaser après une courte pause.